Je suis Aya Nda, précisément Aya Liliane Nda. Je suis franco-ivoirienne, je suis artiste peintre et je vis en Guadeloupe depuis 16 ans maintenant. J'ai 50 ans, je viens de la Côte d'Ivoire, pays dans lequel j'ai grandi, mes parents sont ivoiriens et j'ai fait mes études là-bas, j'ai fait mon enfance, mon adolescence, mes études et puis après j'ai poursuivi mes études en France dans le cadre de la spécialisation. Alors je suis aussi, en plus d'être artiste peintre, j'ai oublié de le dire, je suis aussi médecin. Donc dans le cadre de la spécialisation en médecine, en anesthésie, réanimation et médecine d'urgence, je suis partie en France et c'est de la France que je suis venue en Guadeloupe. Alors, donc je travaille dans les hôpitaux de la Guadeloupe comme médecin et puis parallèlement je pratique mon art et j'organise mes expositions. Alors, je me suis formée aux arts plastiques, à la peinture notamment, avec un peintre guadeloupéen, un professeur d'art plastique qui est à la retraite maintenant, qui organisait des ateliers pour les apprenants adultes à son domicile. Et c'est comme ça que, il y a un peu plus de 10 ans, je suis allée travailler avec lui pendant 4 ans, jusqu'à prendre mon envol ensuite. Depuis toute petite, depuis la maternelle, j'aimais peindre et dessiner, mais à l'école. À l'école, je peignais beaucoup et je dessinais comme une enfant, bien sûr, et j'aimais ça. Ça a d'ailleurs été la première profession, pendant toute l'école primaire, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, j'expliquais que je voulais être dessinatrice. Et c'était vrai. Et ensuite, les années collège, après la troisième, j'ai essayé de m'orienter vers les arts plastiques, mais mes parents m'en ont découragé. Mon père notamment estimait que c'était une voie trop aléatoire, trop hasardeuse, et qu'il fallait que je reste dans le circuit classique, continuer les études générales, secondaires générales, et puis ensuite faire l'université, mais pas dans le domaine de l'art. Donc c'est un vieux rêve enfoui dans mon cœur qui est resté dans mon cœur et dans ma tête. J'avais même un peu oublié, avec les études de médecine sont tellement prenantes, et puis surtout quand on continue en France, qu'on vient d'un pays non européen, c'est encore plus compliqué de faire sa place, de se faire sa place dans le circuit médical français. Donc tout ça s'est fait finalement, et puis après une rupture sentimentale, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai ressenti le besoin vraiment de me retrouver. Je suis rentrée au fond de moi, et des choses que j'avais pas eu le temps de faire, soit à cause des études, soit à cause du découragement des parents, soit à cause des voyages, et tout ça entre la Côte d'Ivoire et la France. Toutes ces choses enfouies sont ressorties il y a un peu plus de 10 ans, et je me suis dit, cette fois je vais me former. Maintenant que je suis installée dans ma vie, dans ma profession, dans mon pays d'accueil, la Guadeloupe, je vais me former aux arts plastiques. Et j'ai commencé à travailler avec une restauratrice de tableaux qui était installée en Guadeloupe. J'ai travaillé avec elle pendant 1 an. Elle a quitté la Guadeloupe après l'année pendant laquelle nous avons travaillé, parce qu'elle partait rejoindre son conjoint en France métropolitaine. Et donc, mais avec elle, on a fait surtout du dessin, et c'était très intéressant. Mais je voulais aller à la peinture réellement, et à la peinture abstraite, c'était ce par quoi j'étais attirée initialement. Quasiment uniquement la peinture abstraite. Mon cerveau, ma conception des choses est souvent d'abord abstraite avant de devenir matérielle ou figurative, si j'ose dire. Bref, quand cette restauratrice de tableaux est rentrée en France,
par une amie de l'époque, qui a quitté la Guadeloupe aussi décidément, qui elle travaillait avec Lucien Léogane, m'a dit écoute, viens nous rejoindre, moi je travaille avec un peintre qui est basé à Gosier, qui reçoit les apprenants adultes les mercredis et les samedis matins. Les mercredis après-midi et les samedis matins chez lui dans son propre atelier. Il est très cool, il est très posé, il te forme dans ce que tu aimes faire et il n'est pas très dirigiste, il redresse juste tes gestes sur tel ou tel point. Il accompagne différents styles de peinture dans son atelier. Il y a différents styles de peinture qui se pratiquent. Il n'est pas du tout rigide. M'a-t-elle dit, et c'est comme ça que j'ai appelé ce peintre-là, je crois que c'était en 2010, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui pendant quelques années. Lucien Léogane, qui est un peintre de Guadeloupe, qui est prof d'art plastique, qui est à la retraite maintenant, qui est à la retraite depuis quelques années. C'est à partir de Lucien Léogane que j'ai commencé à fréquenter ici les expositions des peintres d'ici, collectives ou individuelles. D'ailleurs, avec lui-même, à 2 reprises, on a exposé collectivement, lui avec ses élèves, ses adultes apprenantes en fait. On a exposé sur le thème, si je crois me souvenir, de la fin du monde. Il y avait une fin du monde qui avait été prédite pour décembre 2012 là. On avait fait remonter le calendrier des Mayas, je crois, ou des Incas, je sais plus. Bref, nous on a exposé sur le thème de la fin du monde, Lucien Léogane et ses étudiantes en art. Donc c'était ma première exposition collective, première exposition tout court d'ailleurs, et puis collective précisément. Et puis l'année suivante, on a exposé sur le thème de l'abolition de l'esclavage à l'anniversaire, à la date mémorielle de l'abolition de l'esclavage, donc le 27 mai en Guadeloupe. Bon. Et avec lui, donc, je prenais connaissance de tel ou tel vernissage qui avait lieu pour tel ou tel artiste dans tel ou tel endroit. Et rapidement, moi, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Je vous dis que c'était le premier métier que je voulais faire, en fait. Mais c'est vrai que le métier d'artiste, notamment d'artiste peintre, ça fait peur à la plupart des parents, notamment quand on vit dans le tiers-monde où les choses sont déjà très difficiles. Donc, en général, on n'est pas très encouragé dans ces voies-là. Je me suis sentie tout de suite comme un poisson dans l'eau. J'avais oublié de dire aussi que pendant mon enfance, ma jeunesse même, ma grand-mère était passionnée et collectionneuse d'art africain. Donc effectivement, moi j'ai souvent passé mes vacances scolaires chez elle et assez rapidement, mon regard s'est formé à la statuaire africaine. Et elle me formait aussi, elle m'expliquait d'où venait telle sculpture, d'où venait telle autre sculpture, de quel autre pays, de quelle tribu, de quelle ethnie, ce à quoi servait la sculpture, quel était son rôle, pourquoi elle était décorée de cette façon et tout ça. Donc ce sont des choses qui m'ont forcément influencé, qui ont fait travailler mon œil assez rapidement sur l'art dit nègre déjà. Et quand je m'y suis mise moi-même, c'était comme une véritable réconciliation de moi avec moi-même. À tel point qu'à un moment donné, j'ai pu me mettre à temps partiel côté activité médicale pour pouvoir libérer du temps pour la création artistique et l'organisation d'expositions. Comme beaucoup d'artistes, je pense, mon travail a évolué. Je vais en parler de façon chronologique. Quand je me lance dans l'apprentissage de la peinture et puis dans la création personnelle moi-même, je suis attirée et je suis focalisée carrément sur l'abstraction, sur la peinture dite abstraite, c'est-à-dire la peinture qui ne représente pas des choses qui existent, entre guillemets, pour parler vite. Voilà, des choses qui existent, qu'on peut reconnaître. Voilà, c'était vraiment le jeu des couleurs. Au début, c'était très géométrique, peut-être parce que je viens du monde scientifique, mais j'avais besoin de faire des carrés, des triangles et des droites et voilà, c'était très géométrique. Mais surtout, je m'inspirais. Ça s'est fait tout seul, j'ai pas choisi comme quoi. Le vivier de mon inspiration, c'était les textiles africains.
pense parce que j'ai baigné dans ça, que ce soit les textiles africains modernes, communément appelés wax, portés par, quand je dis textile africain, c'est les textiles portés par les Africains, parce que maintenant, il y a toute une rhétorique qui explique que non, le wax n'est pas vraiment africain, c'est venu d'Indonésie. Donc moi, je parle de textile africain, je parle de textile porté par les Africains. Donc il y avait le wax, parce que j'ai grandi dans le wax, mes parents, ma mère notamment, mes tantes, mes cousines s'habillaient en wax quand j'étais toute petite. Donc les premières couleurs, les premiers agencements de couleurs, les premiers motifs et tout ça d'un petit Africain, enfin de la petite Africaine que j'étais, c'était façon wax quoi. Et les textiles traditionnels aussi africains. Donc le kita, le bogolan, etc. Tout ça, je m'inspirais de ces graphismes, de ces couleurs, et ça transparaissait. Je m'en inspirais pour faire des tableaux. Donc mes tableaux, au début, les premières années, étaient abstraits, mais ressemblaient à du textile africain. De toute façon, dès qu'un Africain jetait un coup d'œil dessus, ah mais on dirait du wax, ah mais ça on dirait des pagnes. Et je disais à chaque fois, je m'inspire de l'esthétique et des graphismes, des couleurs et du mouchetage des textiles africains pour faire mes peintures. Et puis progressivement, j'ai évolué d'abord de la géométrie à une peinture plus lyrique, toujours dans l'abstraction, et puis progressivement, j'ai commencé à vouloir exprimer dans ma peinture des thématiques qui m'engageaient intellectuellement. Voilà, des choses qui me passionnaient ou des interrogations philosophiques, métaphysiques, etc., à travers voulu les exprimer à travers mon travail. C'est là que j'ai commencé à mélanger une peinture d'abord abstraite, mais parfois avec des silhouettes, des textes, du collage de textes, des graphismes ou des motifs qui n'étaient plus eux abstraits en fait, qui même s'ils sont présentés comme des motifs de tissu, mais en fait c'était des motifs précis en fonction de la thématique que je voulais développer. Et les thématiques qui moi m'intéressaient de présenter dans mon travail, c'était des thématiques sur la résistance culturelle à la colonisation, parce que nous, les pays africains, nous avons été colonisés par les Européens, mais nous avons finalement fait pour une grande partie en fait un mixte de nos deux types de cultures en fait, qui est devenu un peu hybride. Et moi, j'ai toujours été intéressée par comment l'être humain résiste à l'oppression culturelle. Quelqu'un qui arrive avec notre culture, qui te dit que c'est cette culture qui est la bonne culture. Et tu négocies avec cette personne. Tu accèdes à certains de ses principes, mais tu gardes certains des tiens auxquels tu tiens, etc., etc. Donc cette thématique de la résistance, et que quand je suis arrivée aux Antilles, j'ai vu aussi cette problématique en tout cas de la résistance culturelle à la colonisation. Les histoires des Antilles, c'est un peu différent, mais il y a eu un principe aussi, il y a eu des cultures qui se sont affrontées, et après il y a eu de la négociation, si j'ose dire. L'être humain négocie personnellement de ce qu'il va prendre, ce qu'il va laisser, et pour se mettre bien. Voilà. J'aime les thématiques aussi qui sont les thématiques dites féministes, dites féministes, parce que bon, le féminisme aussi a évolué. Donc maintenant, pendant longtemps je me disais féministe. J'avoue que maintenant j'hésite un peu. Donc la femme, la sexualité féminine, et pour moi qui n'ai pas eu d'enfants, aussi parler des femmes qui n'ont pas d'enfants mais qui ont fait autre chose de cette vie là, et qui se sont défendues avec la vie qui se présentait à elles. Voilà, la sexualité féminine, la place des femmes dans la société, la religion aussi. Alors j'ai été élevée dans une famille très très religieuse, chrétienne très religieuse, à tel point que donc j'ai des bonnes connaissances en religion chrétienne en tout cas, mais par contre à l'évolution personnelle de ma vie,
j'ai remis en question toute cette hyper-religiosité de ma famille et de la société africaine en l'occurrence, et je me suis écartée de ce chemin-là. Et donc maintenant, je regarde avec un œil critique certaines manifestations excessives, extrémistes, outrageantes même de la religion. Et donc effectivement, j'ai fait aussi des travaux avec des travaux picturaux, hein, mais critiques d'une certaine façon de pratiquer la religion en Afrique, notamment. Voilà, donc ça, ce sont les thématiques que j'exprime maintenant dans mon travail, qui devient ce qu'on appelle un travail engagé, puisque ce sont des choses qui me tiennent à cœur, des pensées que je veux exprimer dans mon travail et tout ça. Et du coup, ma peinture aujourd'hui n'est pas seulement abstraite, elle est semi-abstraite parce que il y a des symboles désormais, il y a des textes que j'incorpore à mon travail et que je présente de façon vaguement abstraite, mais ce n'est plus un travail complètement abstrait aujourd'hui. Ce processus a aussi évolué. Hein, quand je débutais, effectivement, j'avais envie de peindre, hein, c'était obsessionnel. Donc effectivement, je sortais du boulot, surtout quand j'avais commencé une toile. Hein, quand j'étais au boulot, toute la journée, je pense à la toile, à ce que je vais faire de ce côté-là, quelle couleur qu'il faut essayer là, faire telle forme là, rééquilibrer. Bon, je pense au boulot, donc dès que je rentrais du boulot, je me jetais sur la toile et tout ça. Bon, et je peignais au feeling. Voilà, je commençais à travailler. Puis chaque samedi, j'avais rendez-vous donc avec Monsieur Léogane pour aller présenter le travail notamment que j'ai commencé, et il me donnait son point de vue, voilà, et tout et tout. Et puis progressivement, j'ai cessé de peindre au feeling, c'est-à-dire que désormais, bon, sauf peut-être maintenant que je vais essayer de réapprendre à peindre spontanément sans penser à une exposition, mais c'est vrai qu'à un moment donné, avant d'en arriver à toucher à une toile, j'avais déjà un plan politique, si j'ose dire, dans la tête. C'est-à-dire, au stade de la conception, il y a un sujet qui me vient à l'esprit dont je veux parler. Et je réfléchis à comment je vais l'exprimer plastiquement. Donc je suis pas encore à la toile, hein. Je suis encore dans mon cerveau. Comment je peux l'exprimer plastiquement? Qu'est-ce que je veux dire et comment pouvoir le dire? Et voilà, donc le processus peut prendre quelques semaines où en fait telle thématique, tel sujet m'intéresse et puis une fois que j'ai commencé, des fois je couche quelques idées sur une feuille, hein, rapidement, et puis je commence à faire un travail de recherche sur la thématique. Donc c'est même pas encore un travail pictural, hein. Je suis une intellectuelle en fait, et donc ça, j'avoue que dès qu'il s'agit de rechercher sur une thématique, des photos, des textes, des symboles et tout ça, ça me passionne pratiquement autant que l'arrivée sur la toile. Donc je suis dans un travail de recherche, je commence à découper mes textes, je commence à faire si j'ai besoin de photos que je compte utiliser dans ma toile, je commence à préparer mes transferts, etc., à trouver les symboles les symboles textiles, leur signification, par exemple des symboles qu'on retrouve sur les tissus bogolans, sur les tissus traditionnels du Mali notamment, trouver leur signification. Aujourd'hui avec Internet, on peut beaucoup de choses, hein. Trouver leur signification un à un, symbole par symbole, et utiliser donc en fonction de leur signification, les utiliser dans mes œuvres pour pouvoir exprimer quelque chose. Donc il y a tout un travail de recherche que je fais avant, que je trouve très passionnant, que je mets dans des classeurs et tout ça et tout. Je range aussi certaines choses dans l'ordinateur. Et puis après, va commencer la toile. Alors la toile commence de façon en fonction de ce que j'ai décidé de ce que j'ai décidé de faire des moyens plastiques à mettre en place. Voilà, ça peut commencer par un fond, ça peut d'abord commencer par un dessin au fusain sur la toile, et ensuite je fixe le fusain, je repasse une couche de blanc dessus et j'ai la trace de tout mon dessin par transparence sur ma toile. Bon, après je vais repasser peut-être le dessin, mais
c'est des dessins abstraits, hein. Enfin, peut-être le dessin, je vais le passer les contours à la peinture avant de pouvoir travailler de façon libre sur la toile, mais avec quand même, il faut que j'ai encore la trace de mon dessin pour pouvoir le reprendre plus tard, quand je serai vers la fin de l'œuvre. Il y a aussi des fois, il y a des transferts à faire, donc passer d'une photo, comment faire transférer une photo sur une toile, donc il y a tout ça à faire avant même de commencer la peinture. Bon, donc en fonction de ce que j'ai décidé de faire, voilà, il y a un travail de recherche, puis il y a un travail de préparation, et puis il y a la peinture elle-même. Pour une île de 400 000 habitants, je trouve que il y a beaucoup d'artistes. Quand je dis beaucoup, je veux pas dire trop, hein. Je veux dire que la scène artistique guadeloupéenne est active. Et je la trouve diversifiée. Je la trouve diversifiée tant au niveau des générations qu'au niveau des directions qu'elle peut prendre. Je la trouve intéressante, je la trouve à jour. On a les nouvelles disciplines artistiques qui se fonctionnent bien ici, les installations, même les performances parfois, peut-être plus rarement, mais un petit peu quand même. En tout cas, les installations, la peinture, la sculpture. Moi, j'aime beaucoup un sculpteur qui travaille ici. François Piquet, j'aime beaucoup son travail. J'aime aussi le travail de Feli Lincoln, surtout son travail d'installationniste. Je les trouve très très créatifs tous les deux. Je trouve qu'il y a quelques galeristes qui se défendent assez bien. Peut-être pas. Par contre, ils sont un peu seuls. Enfin, ils sont un peu seuls. C'est-à-dire que ils sont vraiment obligés de compter sur eux-mêmes, quoi. Voilà, ça, c'est peut-être un peu dommage. Mais sinon, on a quand même quelques salles d'exposition. Alors, les médiathèques des différentes communes, la médiathèque de Bemao, où j'ai moi-même déjà exposé en 2016, je crois. La médiathèque du Lamentin. Je ne sais plus si la médiathèque de Gosier organise encore des expositions. Il y avait Sainte-Anne aussi. Ils avaient un endroit pour recevoir les artistes. Bon, entre-temps, on a eu le Covid, hein, donc maintenant toutes ces salles-là, je ne sais pas ce que sont devenues, mais je trouve que c'était déjà pas mal d'avoir ces possibilités d'exposer, de lieux d'exposition. Mais entre artistes, quand on discutait, souvent on trouvait qu'il y en avait pas assez, ou alors qu'elles n'étaient pas suffisamment professionnelles, qu'au niveau de l'accompagnement de l'artiste, dans la scénographie, etc., la scénographie, l'éclairage et tout ça. Des fois, l'artiste devait se débrouiller un peu lui-même. On lui prêtait la salle, enfin on lui louait la salle parce que il y avait des communes à l'époque où c'était gratuit d'exposer dans la salle, et puis pour beaucoup c'est devenu payant et quelquefois assez cher, hein, pour des artistes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui sont même pas sûrs qu'ils vont vendre. Puis il y avait l'autre possibilité de laisser une œuvre à la salle qui nous recevait gracieusement en guise de paiement. Ça se faisait aussi. Bon, nous, il nous arrivait de trouver que ça manquait parfois de professionnalisme. Je dis bien parfois. Et puis, on a eu le Memorial Act. Moi, j'ai pensé personnellement que le Memorial Act allait recevoir, bien sûr, des artistes internationaux, mais allait être un tremplin aussi pour les artistes guadeloupéens. Et finalement, j'ai pas trouvé que... j'ai vu quelques expositions d'artistes internationaux là-bas, bien présentées, bien accompagnées avec un bon commissariat d'exposition. Mais bon, j'ai vu qu'une seule exposition d'artistes caribéens, guadeloupéens, martiniquais. Puis il y avait peut-être de la Dominique aussi. Une exposition collective Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Dominique,
Mémorial Act. Après, je n'ai plus tellement suivi ces activités plastiques, mais je m'attendais à plus en fait pour un établissement de cette dimension-là, de cette envergure, un musée officiel qui a, je pense, toutes les subventions pour faire un travail d'accompagnement des artistes guadeloupéens, hein, la scène artistique guadeloupéenne. J'ai trouvé que c'était pas encore ça. C'était pas encore ça. Bon, ils ont d'autres activités, les conférences, les pièces de théâtre et tout ça, hein. Mais côté exposition d'art, je trouve que ils ont encore, ils peuvent encore faire plus. Ils pourront, j'espère que ça va se faire. J'ai exposé aussi à 3 reprises au total en Martinique, non à 4 reprises finalement, hein, en Martinique. Je trouve que là-bas aussi la scène artistique martiniquaise est très intéressante, très diversifiée, avec quand même, ils ont un petit plus, je trouve, dans l'accompagnement des artistes. Que ce soit par les établissements publics comme l'Atrium, la bibliothèque Schulcher, je trouve qu'il y a moi c'est à ces endroits-là que j'ai exposé, notamment seule, enfin une fois en binôme avec une martiniquaise, une artiste martiniquaise, et puis une autre fois seule. Je trouve qu'il y a un plus au niveau organisationnel, au niveau professionnalisme par rapport aux salles de la Guadeloupe. Et puis là-bas, ils ont la chance en plus d'avoir la Fondation Clément, qui est la fondation d'un collectionneur martiniquais, mais qui est riche et qui a les moyens de collectionner des œuvres internationales, de faire venir des artistes internationaux, de mettre en place des expositions de haut niveau, très bien organisées, un bon commissariat d'exposition, une très belle scénographie, très professionnelle avec des publications de catalogues, etc., etc. Et ça, pour moi, la Fondation Clément est l'un des joyaux de la Martinique. Alors là, c'est le privé. Donc, est-ce parce que c'est des privés, est-ce que c'est parce que c'est des privés que ça fonctionne aussi bien? Parce que j'essaye de comparer avec le Mémorial Act, hein. Je ne saurais pas répondre à ça. Mais en tout cas, je peux dire que la Fondation Clément fonctionne bien, et en plus, elle met en valeur les artistes martiniquais. Elle fait de l'international, certes, mais elle présente aussi les artistes de l'île dans des expositions de très bon niveau, avec une communication de qualité et tout ça. Les artistes martiniquais ne sont pas en reste. Et c'est une chance pour la Martinique. Bon, je n'ai pas, pour l'instant, au niveau de la Caraïbe, c'est à ces 2 endroits-là que j'ai exposé, la Guadeloupe et la Martinique. Et j'ai participé aussi à des expositions, à des expositions, pas en tant qu'artiste, mais en tant que visiteuse, hein, en Martinique. J'ai trouvé ces expositions bien présentées, professionnelles aussi, pour l'Atrium, avec ces 2 salles qui reçoit les artistes, qui les héberge, qui leur donne des tickets resto, qui les aide pour la scénographie, qui leur paye un scénographe parfois même, et tout ça, c'est des choses que moi j'ai pas encore vues, par exemple en Guadeloupe ici. Bon, au niveau de la scène artistique martiniquaise, j'ai oublié de parler du rôle du CEREAP sur la scène artistique martiniquaise. Je trouve que c'est un avantage que la Martinique a sur la Guadeloupe, d'avoir comment dirais-je, d'avoir ce centre d'études et de recherche en esthétique et arts plastiques. Voilà, créé en 93 par Dominique Berthet. Dominique Berthet est professeur à l'université de Martinique, d'esthétique, d'histoire de l'art, de philosophie de l'art, et il a monté ce centre-là qui publie chaque année une revue d'art, mais de haut niveau intellectuel, et il organise aussi régulièrement, alors je sais plus si avec le Covid ça a pu se tenir, mais en tout cas à l'époque, une fois par mois, il y avait une conférence à l'université sur un thème artistique, ce qui fait que, notamment dans l'art contemporain, le volet intellectuel dans l'art contemporain est très prégnant, et la Martinique a cet avantage sur nous d'avoir ce volet intellectuel là, ces conférences régulières,
ces colloques du CREAP qui ne font que, de mon point de vue en tout cas, qui dynamisent, qui enrichissent, qui élèvent les arts plastiques, qui élèvent intellectuellement les arts plastiques en Martinique. Et ce serait bien que nous ayons un jour notre Dominique Berthet en Guadeloupe aussi. Je voudrais te dire merci Samuel d'avoir pensé à moi et d'être venu me poser ces questions, me faire cette interview chez moi. Tu sais que comme je te disais, je suis passée par des moments difficiles liés au deuil de mon père, de mon bien-aimé père, et donc j'ai pas, pendant presque 1 an et demi, j'ai cessé de peindre, encore moins d'exposer, surtout que au moment où il décède, j'étais en train de préparer une exposition sur la Côte d'Ivoire et tout ça est resté en stand-by le temps que je vive mon deuil et que je sorte de ce tunnel-là pour pouvoir repenser à travailler sur des œuvres, finir des œuvres qui étaient commencées depuis quelques années et pouvoir présenter à nouveau mon travail au public. Voilà, je te rappelle que Dominique Berthet, professeur de philosophie d'art, de l'art et d'histoire de l'art à Martinique, a eu la gentillesse de me solliciter pour une exposition collective qui aura lieu dans 5 jours, à la Rawak, à Gosier. Et ça me fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de sortir des œuvres, de me relancer, de retourner dans l'arène en fait. Hein. Et même cette interview aussi me donne envie de reprendre mes pinceaux et de me relancer dans ce que j'aime le plus faire, la peinture. Voilà, merci de tout cœur.